Bonjour et bienvenue à cette vidéo où je traite la suite du chapitre 2. Dans la vidéo précédente, nous avions résolu l'équation parabolique paraxiale qui nous a permis d'extraire les paramètres physiques qui caractérisent un faisceau gaussien, donc un faisceau laser. Une autre caractéristique du faisceau gaussien est la phase d'aiguille. Donc, pour calculer la phase d'aiguille, on calcule l'exponentielle de moins j delta θ. On avait calculé, si vous vous rappelez bien, on avait 1 sur 1 moins j z sur zr. Donc, en notation complexe, on a cette expression, et justement la phase phi de z, en notation complexe, représente la phase d'aiguille qui est caractéristique de l'onde gaussienne. Elle est donnée par tangente de phi de z est égale à moins z sur zr. Pour avoir phi de z, on fait moins arctangente de z sur zr. Donc, dans un exercice, si je vous donne z, la position du faisceau et zr, et que je vous demande de calculer la phase d'aiguille, il suffit juste de faire phi de z est égal à moins arctangente de z sur zr. Intensité du faisceau gaussien. Donc, on sait tous qu'une onde qui se propage avec une certaine énergie, une certaine intensité. Par définition, l'intensité du faisceau gaussien est égale au module du champ E au carré. Maintenant, si nous reprenons l'expression de E, qu'on avait déterminée dans les diapos précédents, on avait E était égal à psi de x, y, z, expo de moins j k z. Psi de x, y, z est la fonction d'un mode gaussien, d'un mode fondamental gaussien. Si on remplace psi de x, y par sa fonction mode gaussien, multiplié par exponentielle de moins j k z, on a cette équation-là. Si on remplace dans cette équation l'expression de 1 sur q de z, donc qu'on avait calculé, vous vous rappelez, 1 sur q de z était égal à 1 sur r de z moins j lambda sur pi w carré, on remplace son expression dans cette équation. De la même manière, si on remplace l'expression de expo de moins j delta de θ, je vous rappelle son expression, on le remplace ici. Et si on pose plutôt r carré est égal à x carré plus y carré, ça c'est r transverse perpendiculaire à la direction de propagation. Dans ce cas, le champ E, on peut l'écrire de cette manière, qu'on peut réécrire de manière plus simple par cette expression. Donc, si on pose phi de x égale phi de z, donc ce phi de z là, c'est la phase d'aiguille, plus k r carré sur 2 r de z, donc r carré qui représente x carré plus z carré. R de z, c'est le rayon de courbure réel. Et kz, vous vous rappelez, c'est le terme de propagation. On pose que c'est la phase totale. L'expression du champ électrique peut s'écrire de cette manière. Donc, si on remplace ici par ce phi-là. Pour calculer l'intensité du faisceau, il suffit juste de prendre le module de E au carré. Si on fait ça, on trouve I est égal à I0, expo de moins 2 R carré sur expo de W au carré. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? D'abord, par identification, on voit que I de 0 correspond à l'amplitude, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette fonction? On peut dire que le profil de l'intensité d'un laser est un profil gaussien. Donc, cette fonction, elle est bien connue. Donc, c'est une fonction mathématique qu'on appelle une gaussienne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le profil en intensité d'un laser est modélisé, on peut le modéliser par une gaussienne. Et une gaussienne décrit correctement
le profil en intensité d'un laser. Donc ici, W2Z est la tâche laser ou le rayon laser dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation, donc dans le plan XY, donc dans le plan transverse. Donc c'est le rayon à 1 sur E carré, donc I est égal à I0 sur E carré. Donc pour R est égal à W, ben, si on remplace R par W, on voit bien que I est égal à I0 sur E carré. Donc W est le rayon pour R. À R est égal à W, on a le champ qui est égal à I sur E carré. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tracer le profil de cette fonction. On peut le tracer sous MATLAB ou Mathematica ou même Maple. Ben, si on le trace, on constate que c'est une courbe en cloche. Donc, c'est une courbe qui croît. Dès qu'elle atteigne sa valeur maximale, ben, elle décroît. Donc, pour des R, on va dire très faibles, on voit que la courbe en cloche, la gaussienne, augmente. Maintenant, quand R tend vers l'infini, on voit que le profil gaussien décroît. Donc ici, on voit que W de Z correspond au rayon à 1 sur E carré. Ben, retenez cette fonction, elle est très importante. Pourquoi? Parce que je pourrais, par exemple, dans un exercice, vous demander de calculer le pourcentage d'énergie qui traverse une ouverture. Donc, supposons par exemple, vous envoyez un faisceau laser à travers un diaphragme. Donc, un diaphragme, c'est une optique, donc un matériel optique qu'on utilise très souvent en salle de TP optique. Donc, si vous envoyez un faisceau laser à travers un diaphragme qui a une certaine ouverture, une certaine surface, on est capable de déterminer le pourcentage d'énergie qui traverse ce diaphragme en modélisant le profil du laser par un profil gaussien. Ben, justement, dans la série de TD 2, ben, vous verrez qu'il y a un exercice où je vous demande de calculer le pourcentage d'énergie qui traverse un diaphragme. Donc, du coup, ben, cette fonction, elle est à retenir. Donc, en 3, on va voir propagation d'un faisceau gaussien. Donc, dans un premier temps, on va voir ce qu'on appelle les matrices de transfert ou matrices ABCD. Donc, les matrices de transfert ou matrices ABCD constituent une méthode très pratique pour décrire la propagation d'un rayon lumineux dans un milieu formé par des éléments optiques qui peuvent être une lentille ou un miroir ou une association de plusieurs éléments optiques. Cette méthode consiste tout simplement à associer pour chaque élément optique une matrice 2A2. Par exemple, pour la lentille, on va lui associer une matrice 2A2. Pour un miroir, on peut lui associer une matrice 2A2. Pour cela, si on considère un rayon lumineux qui se propage dans un système d'axe Z, donc le système optique, ça peut être une lentille, un miroir, par exemple. Le rayon lumineux est caractérisé par son ordonnée R et sa pente de la droite θ. Donc ici, pour des angles faibles, donc la pente c'est tangente θ, donc pour des angles faibles, on a tangente θ qui est sensiblement égale à θ. Maintenant, essayons de déterminer la matrice de transfert lorsque un faisceau gaussien se propage dans un premier temps dans un espace libre de distance t, et ensuite, on le fera pour la propagation d'un faisceau à travers une lentille messe. Donc, si on considère cette figure, les coordonnées après propagation, c'est R2, θ2, avant propagation, R1, θ1. R2 ici, on voit bien que c'est égal à R2, R1 plus D tangente θ1, qui est sensiblement égal à R1 plus D θ1. Ici, θ2 est égal à θ1. On voit que l'angle θ1
on le retrouve ici, qui est égal à θ2. Ben, ces équations, on peut les écrire sous forme matricielle. Ben, on a la colonne des coordonnées après propagation, et ici, on a la colonne des coordonnées avant propagation, reliée à une matrice qu'on appelle matrice de transfert. Ben, de la même manière, on va le faire pour une lentille. Donc, lorsqu'un faisceau gaussien traverse une lentille, on a ici R2 est égal à R1, D est égal à F tangente θ1, sachant que tangente θ1 est sensiblement égal à θ1, on peut mettre F θ1. θ2 est égal à moins R moins D sur F. Donc, pour voir ces relations, il suffit juste de regarder la figure. De la même manière, on peut écrire pour la lentille mince les coordonnées après propagation en fonction des coordonnées avant propagation sous forme matricielle. Le constat qu'on fait, aussi bien pour, on va dire, la propagation dans un espace libre que la propagation à travers une lentille, on a toujours R2 θ2 qui est égal à M R1 θ1. Avec M qui est égal à ABCD. Donc, avec ABCD qui sont les éléments de la matrice. Donc, pour propagation à travers un espace libre, on identifie A, donc A égale à 1, B égale à D, C égale à 0, D égale à 1. Donc, pour la lentille, on voit que A est égal à 1, B est égal à 0, C égale à moins 1 sur F et D est égal à 1, avec M qui est la matrice de transfert. Maintenant, supposons par exemple, je vous donne un exercice. Si je ne vous demande pas de démontrer la matrice de transfert pour une propagation dans un espace libre, vous pouvez l'avoir en tête. Donc, si vous l'avez en tête, vous pouvez l'écrire. Dans la propagation dans un espace libre, sa matrice de transfert, elle est là. Hein, c'est 1D01, les éléments de la matrice. Si je ne vous demande pas de le démontrer, bien sûr. Pour la lentille également, si vous avez ça en tête et que je ne vous demande pas de le démontrer, vous pouvez le balancer. Donc, vous avez le droit. C'est un acquis. À moins que je vous demande de le démontrer. Il faut qu'on soit clair. Si je ne vous demande pas de démontrer, vous pouvez avoir ça en tête. Donc, de manière générale, la matrice d'un système optique composé de n sous-éléments optiques élémentaires ayant chacun une matrice MI, donc la matrice totale du système est donnée par le produit de toutes les matrices. Donc, par exemple, si on considère un rayon lumineux qui traverse d'abord un espace libre de dimension D, puis une lentille, sa matrice de transfert sera égale à R2 θ2. Là, on écrit la matrice de transfert de la lentille, et ici, la matrice de transfert d'une propagation à travers dans un espace libre de dimension D. Donc ici, on va s'arrêter un petit peu. Donc, il faut faire hyper gaffe plutôt. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut écrire la matrice totale. Donc, si vous avez une propagation d'abord à travers un espace libre, puis à travers une lentille, il faut écrire la matrice totale de manière ordonnée. Parce que la matrice, elle n'est pas commutative. Donc, si vous inversez l'ordre, vous allez fausser la matrice totale. Donc, ici, puisque la propagation s'est faite d'abord dans un espace libre, on écrit de la droite vers la gauche. Donc, on écrit d'abord la matrice propagation dans un espace libre et après la matrice à travers une lentille. Donc, toujours de la droite vers la gauche. Donc, on écrit d'abord
la première propagation et ensuite la deuxième propagation et ainsi de suite. Donc, on peut associer deux ou plusieurs. Donc, ça peut être 2, 3, 4. Voilà. Mais retenez que on écrit toujours de la droite vers la gauche les matrices MI. Donc, pour chaque élément optique. Maintenant, là, je vous donne un exercice d'application. Déterminer les matrices ABCD lorsque le rayon lumineux traverse les systèmes optiques. Donc, 1, propagation sur une distance D dans un milieu d'indice N. 2, propagation sur un dioptre plan entre deux milieux d'indice N1 et N2. Et miroir sphérique de rayon de courbure R. Donc ici, pour le premier exercice, c'est hyper simple. Donc ici, c'est propagation sur une distance d'indice n. Donc ici, par analogie avec propagation dans un espace libre, la seule différence ici est que ici, on met d sur n. Pourquoi? Parce que tout simplement, puisque le milieu a un indice n, donc la vitesse de propagation de la lumière dans ce milieu, ça va être c sur n. Ainsi, la distance de propagation, ça va être d sur n. Et alors, on a la matrice de transfert lorsque un faisceau gaussien se propage sur une distance d dans un milieu d'indice n. Donc, on a des éléments de la matrice 1, d sur n, 0, 1. Si vous pouvez retenir également cette matrice. Donc, propagation sur un dioptre plan entre deux milieux d'indice N1, N2. Donc, ici, on a R2 est égal à N1. Là, on va appliquer la loi de Snell-Descartes, que vous connaissez très bien. Donc, ici, on a un milieu d'indice N1, et là, on a un milieu d'indice N2. Donc, ici, on a une réfraction. Donc, on aura N2 sinus de θ2 est égal à N1 sinus de θ1. Sachant que les angles sont faibles, on a sinus θ2 sensiblement égal à θ2 et sinus θ1 sensiblement égal à θ1. Donc, on peut écrire N2 θ2 est égal à N1 θ1. Et ainsi, on a déduit la matrice de transfert. Voilà. Donc, on a ici. Pour la propagation sur un miroir sphérique de rayon de courbure R, donc ici, on va procéder par analogie. Donc, on sait qu'un faisceau parallèle incident sur un miroir sphérique de rayon R est focalisé dans le plan focal situé à la distance F est égal à R sur 2. Donc, par analogie avec la lentille, ici, on va mettre 1, 0, moins 2 sur R et 1. Donc, ainsi, on a la matrice de transfert. Donc, on a déterminé les matrices de transfert pour l'exercice d'application. Donc, on va voir maintenant ce qu'on appelle la loi ABC et son application au faisceau gaussien. Donc, la loi ABC, c'est une loi qui permet de décrire la propagation d'une onde sphérique dans un système optique. Donc, cette loi permet de déterminer la relation qui existe entre le rayon de courbure à l'entrée d'un système optique au rayon de courbure à la sortie. Donc ici, si on considère ce système optique-là, on a un rayon qui se propage, on a un faisceau plutôt qui se propage. Donc ici, on a R1, donc qui est le rayon de courbure à l'entrée, et là, on a R2. Donc on voit bien que R1 est sensiblement égal à grand R1, donc qui est le rayon de courbure, est égal à petit R1 sur θ1. Donc, ce sont les coordonnées du faisceau. Et R2 est égal à petit R2 sur θ2. En utilisant les matrices ABCD, on sait que R2 θ2 c'est égal à ABCD R1 θ1. Du coup, les rapports R1 sur θ1, on peut l'exprimer en fonction de ABCD. De la même manière, R2 sur θ2, on peut l'exprimer en fonction de ABCD. Ainsi, on a R2 qui est égal à A R1 plus B
CR1 plus D, donc qui constitue la loi ABC. Donc cette loi, elle est très importante. Donc, supposons par exemple, dans un exercice, on vous demande de déterminer le rayon de courbure lorsque, par exemple, un faisceau gaussien se propage à travers la lentille, une lentille par exemple. Ben, si vous connaissez le rayon de courbure avant propagation, ben, on est capable de déterminer le rayon de courbure après propagation en utilisant cette relation. Maintenant, application de la loi ABCD au faisceau gaussien. Donc, le faisceau gaussien d'une cavité stable garde toujours le même aspect transverse et la même phase après un aller-retour dans la cavité. En d'autres termes, donc, ce rayon de courbure complexe doit être conservé quel que soit le point M considéré. Donc, la loi ABC définie plus haut ben, s'applique également au rayon au faisceau gaussien. Donc ici, on aura Q2 de M est égal à Q1 de M plus B sur C1 Q1 de M plus D. Donc Q2, Q1 étant les rayons de courbure complexes après propagation et là, avant propagation. Maintenant, on va appliquer la loi ABCD dans la focalisation d'un faisceau gaussien à travers une lentille. Donc, considérons cette figure-là. Donc là, on a une propagation à travers une lentille, puis sur une distance D d'un espace libre. Donc ici, les caractéristiques du faisceau avant la lentille, ben, c'est le ouest objet et la longueur de Rayleigh objet ou incident. Okay? Et après la lentille, ben, les caractéristiques, ça va être le ouest image ou émergent, et ici la longueur de Rayleigh émergent et D la distance de propagation après la lentille. Donc ici, on peut poser que Q de Z1 est égal à J pi W0 au carré, ouest au carré, donc qui est égal à J ZR. Donc ici, on voit bien que ça, c'est ZR. Donc ici, ben, si on considère en Z est égal à 0, on sait que 1 sur Q de Z est égal à 1 sur R de Z moins J lambda sur pi W au carré. Ben, ici, W0, c'est en Z est égal à 0. Donc ça veut dire que le rayon de courbure réel est infini. Donc du coup, Q de Z1, ben, c'est égal à J ZR. De la même manière, Q de Z2, ça va être J ZR. Donc si on applique la loi ABCD, on a Q de Z2 qui est égal à Q de Z1, C plus B sur C Q de Z1 plus D. Ben, on peut déterminer la matrice de transfert. Ben, la matrice de transfert, donc ici, on associe la propagation de la lentille, puis sur une distance D. Donc c'est ce que je vous disais dans les diapos précédents. On écrit d'abord pour la lentille, puisque la propagation se fait d'abord à travers la lentille. Donc, on écrit d'abord pour la lentille et ensuite pour la propagation dans un espace libre. Donc là, on écrit pour la lentille et ensuite espace libre et on calcule le produit matriciel. Donc, vous savez faire des produits matriciels. Ainsi, ben, Q de Z2 qu'on avait là, ici, on remplace A par sa valeur, B par sa valeur, on identifie, donc A c'est 1 moins D sur F, B c'est D, C c'est 1 moins 1 sur F, et D est égal à 1. Ben, si on remplace, ben, et on remplace également Q de Z1 par J ZR, ben, on a Q de Z2 est égal à cette expression. Donc là, puisque j'ai une expression complexe, donc au numérateur et au dénominateur, ben, j'ai multiplié par l'expression conjuguée. Donc si vous multipliez par l'expression conjuguée, vous aurez Q de Z2 est égal à cette relation-là. Maintenant, on sait également que Q de Z2 est égal à J Z'R, donc ça veut dire que la partie réelle
de Q de Z2 est égal à 0. Donc, on peut poser ça est égal à 0 et ça, donc ça, c'est-à-dire D moins ZR sur F, facteur de 1 moins D sur F sur 1 plus ZR carré sur F est égal à 0. Ben, ça veut dire que c'est ça qui est nul. Et ZR, la partie imaginaire, facteur de 1 moins D sur F plus DZR sur F sur 1 plus ZR au carré sur F est égal à Z'R. Donc le S émergent. Donc si on fait ça, on peut déterminer la distance de propagation dans l'espace libre en fonction de F et de ZR. On peut déterminer la longueur de Rayleigh émergent en fonction de ZR et F et le ouest émergent, le ouest image en fonction du ouest incident de ZR et F. Maintenant, quelle est la conclusion à tirer sur ça? Donc ici, on constate que D est inférieur à F. Ben, il suffit juste de regarder cette équation, on voit bien que D est inférieur à F. Ben, de la même manière, le ouest émergent est inférieur au ouest incident. Donc ça, c'est pour la propagation d'un faisceau gaussien à travers une lentille, puis sur une distance D. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ici, on voit bien que la situation, elle est différente en comparaison avec l'optique géométrique. Parce qu'en optique géométrique, ben, je ne sais pas si vous vous rappelez de votre cours ou pas, on vous disait que la focalisation se faisait au niveau du plan focal. Mais pour l'optique gaussienne, faisceau gaussien, donc si on a une propagation à travers une lentille, puis sur une distance t, ben, la focalisation, d'après cette équation, se fait en avant du plan focal. Ben, cependant, pour un faisceau très peu divergent, c'est-à-dire si on a un faisceau dont la longueur de Rayleigh tend vers l'infini, le faisceau est focalisé ben, dans le plan de la lentille, donc dans le plan focal de la lentille. Donc pour que le faisceau se propage dans le plan focal de la lentille, il faut cette condition, ZR qui tend vers l'infini. Ben, si on fait tendre ZR vers l'infini, qu'est-ce qu'on constate? Ben, on a cette relation. On voit bien que D, ça va être sensiblement égal à F et que le S émergent, W0' est égal à S incident fois F, la distance focale, divisé par la longueur de Rayleigh, qui est aussi égale à lambda fois F pi ouest sur ouest. Donc lambda F sur pi W0. Donc lambda étant la longueur d'onde, F la distance focale et W0 le ouest. Mais cette relation n'est valable que pour Z qui tend vers l'infini, c'est-à-dire si on a un faisceau très peu divergent. Très peu divergent correspond à une longueur de Rayleigh, on va dire très grande. Ben, ainsi, dans ce chapitre, on a vu le mode fondamental, qui est une solution de l'équation paraaxiale. On a décrit ce qu'on appelle le mode fondamental. Donc, les caractéristiques du faisceau gaussien, telles que le ouest, la longueur de Rayleigh, le rayon de courbure, ainsi que le profil gaussien de l'intensité ont été établis. Donc, on a vu la notion de matrice de transfert. Lorsqu'un faisceau se propage à travers un système optique, espace libre, lentille, miroir, sphérique. Enfin, on a appliqué la loi ABCD sur un faisceau gaussien ainsi que sur la focalisation sur une lentille. Ben, ainsi s'achève ce chapitre. J'espère que ces vidéos qu'on a faites vous permettront de mieux appréhender le cours, de mieux comprendre le cours, parce que vous avez également la version PDF. Et ces vidéos-là, ben, l'objectif, c'est justement pour vous faciliter la compréhension. Ben, si vous avez des questions relatives au cours,
à ce chapitre, n'hésitez pas à me contacter. Merci et à très bientôt.